Salut de Download, bonjour à tous. Aujourd'hui je vous fais trois petites vidéos. La première c'est celle-là. C'est au sujet de la fin de la traduction du Rig Veda. Donc j'ai fini de traduire et je vais en parler. Deuxième vidéo, ce sera consacré au chevelu, un hymne au sadhu en fait. Et je vais un peu parler de ce que j'ai connu en Inde il y a déjà un certain temps. Oula, oui, ça fait même longtemps. Autre chose, et la troisième vidéo, je vais vous parler de l'agnistoma, parce que je me suis aperçu que dans une de mes vidéos, là, je ne sais plus laquelle, j'en parlais, mais j'ai commencé, et puis après je me suis perdu dans mes explications, et j'ai oublié de continuer de vous expliquer comment ça se passait. Donc voilà, je vais les faire relativement courtes, mais je dis ça à chaque fois, et quelquefois c'est un peu plus long. Donc la première, alors... Déjà, c'est la fin de la traduction du Rig Veda, donc c'est un boulot qui m'a pris 5 ans, 10 mois et 11 jours. Ça devenait dur à la fin. Ouh là là. C'est bon. Jamais j'aurais pensé que j'aurais pu le faire. Très honnêtement, un boulot de 5 ans tous les jours, de plus de 5 ans, presque 6. Tous les jours dessus et à travailler et puis de la traduction de sanskrit védique et tout ça, moi qui n'ai qu'un CAP d'opérateur projectionniste, j'ai été largement servi. Je l'ai fait quand même. Et maintenant, je vais préparer quelque chose d'autre qui sera disons un autre bouquin, où je vais reprendre du début à la fin du Rig Veda tous les versets, tous les shlokas qui me semblent intéressants et qui nous apprennent quelque chose sur ce qui s'est passé, sur comment les gens vivaient à cette époque-là, etc. Et ce qui nous apprennent sur l'histoire, sur la spiritualité, bien entendu. Bon, alors, on commence. Donc, où et quand ? Alors, où et quand ça se passe entre le Gange, la naissance du Gange, vous voyez, le Gange il fait ça, donc vous tournez la carte si vous voulez, donc c'est le haut du Gange, après non, entre le Gange et l'Indus. Donc vous avez tout plein de rivières là, vous avez la Sarasvati, la Choutudri, la Parouchni, la Vipassa, la Rasa, pas forcément dans l'ordre, etc. Et on arrive à l'Indus. Donc ça se passe entre le Gange et l'Indus, avant que la Sarasvati s'assèche, puisque c'est leur rivière principale. Et ça a dû commencer aux alentours d'il y a environ 6000 ans, c'est-à-dire moins 4000, parce que j'ai trouvé une éclipse, mais je ne suis pas le seul à l'avoir trouvé, il y a un Indien qui l'a trouvé aussi, une éclipse qui a pu être identifiée comme datant de 3784 avant Jésus-Christ, et pour ma part c'est le 21 octobre, pour la part du gars qui l'a trouvé en Inde en 1947. C'est le 22 octobre, lui. Bon, alors on n'est pas à quelques jours près, mais voilà, ça nous donne une idée. Ça a dû démarrer à peu près à cette époque-là. Ça se confirme par tout un tas de trucs que je détaillerai dans le machin que je vais écrire. Si les dieux m'en prêtent vie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on apprend ? Donc, c'était là. Ça se passait à cette époque-là. Comment fonctionnait la société ? Alors, il y a évidemment une évolution, puisque sur 2000 ans, regardez la nôtre, notre société à nous, si on regarde comment on était nous il y a 1000 ans seulement, le roi de France, c'était Robert le Pieux, qui était fils de Hugues Capet. Ça ne nous rajeunit pas. Voilà. Donc en 2000 ans, il s'en passe des trucs. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Alors, ça va revenir. Donc oui, il ne vivait pas de la même manière au début qu'à la fin. Donc ça a commencé, je vais revenir un petit peu sur l'histoire tout à l'heure. Bon, quand on regarde
l'archéologie et toutes les études scientifiques qui ont été faites, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que les Indiens on forme des ingénieurs à l'appel par quantité incroyable. Ils sont 1,4 milliard. Ils forment des ingénieurs et des gens qui sont très qualifiés dans un tas de domaines. Ils font leurs études en Europe ou aux États-Unis, ou enfin chez eux d'abord, hein. Mais ensuite ils vont se perfectionner à obtenir des diplômes et tout et tout. Et après ils rentrent en Inde et ils étudient eux ce qui les intéresse de leur culture et de leur histoire. Voilà, donc alors, d'après ce qu'on a trouvé, hein, j'ai déjà fait une vidéo avec tous les bouquins que je conseille, j'en ai oublié, hein, mais bon, vous pouvez rajouter pas Michel Dalino, ah merde, je sais plus comment il s'appelle, tiens, Michel Angot, ouais, je crois que c'est ça, sur le védisme, c'est pas mal non plus, pas pour la première partie, parce qu'il n'a pas compris non plus le principe, mais après, le védisme classique, ouais, c'est très bon. Bien meilleur que ce que je pourrais vous dire. Donc, le fonctionnement de la société. Donc, il n'y avait pas de palais. Première chose, il n'y a pas de palais. Il n'y a pas de temple. Il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas d'esclavage. Il n'y a pas d'étalage de luxe, de monuments à la gloire de celui-ci, de celui-là. Il n'y a aucune trace de guerriers, de guerre, de violence, rien, nulle part, rien. Hein, c'était pacifique parce qu'il n'y avait pas d'armée, on n'a pas trouvé de bouclier, on n'a pas trouvé de casque. On a trouvé quelques armes. Les armes, il y en a partout, ne serait-ce que pour la chasse. Mais ce n'était pas des armes de guerre. Voilà. Alors, pas d'étalage de luxe, pas de misère apparente, parce que visiblement, même les pauvres avaient une salle d'eau. Oui, madame, avec évacuation des eaux usées, bien séparées des canalisations d'eau douce, hein, ils étaient les seuls à faire ça. Donc ça, c'est la période mature qui viendra il y a environ 4500 ans. Donc ça faisait à peu près 1000 ans que ça avait déjà démarré. Ce qui est appelé, à mon avis à tort, la période pré-arapéenne, hein, c'était déjà cette période-là, mais bon, il y a une évolution qui se fait au cours des siècles, au fil des siècles. Donc, alors, la vie tournait autour de quoi? Eh bien, elle tournait autour du sacrifice. Toute la vie tournait autour du sacrifice. Pour toutes les raisons, pour un tas de raisons, on faisait des sacrifices. Mais notamment une qui est la plus importante, c'est que les sacrifices, c'était pas simplement aller sacrifier un poulet ou une vache pour obtenir une bonne récolte, ça bien sûr, ça devait exister, mais c'était surtout boire le soma pour avoir l'illumination et donc connaître la moksha, le nirvana, appelez ça comme vous voulez, hein, il y a plein de mots, il n'y en a pas un seul qui est bon. Parce que ça change selon les gens. Moi, j'ai appelé ça l'illumination, parce que je sais bien, en France, quand on dit illumination, ça veut dire un type qui est un peu fêlé. Il est illuminé, ça veut dire il est un peu cinglé. Bon, dans d'autres langues, non, ça n'a pas cette importance-là. Donc voilà, je donne ce mot-là, j'en ai pas trouvé d'autres. Si vous en trouvez d'autres, vous le mettez à la place. C'est pas mieux, c'est pas plus mal. Donc alors, tout tournait autour de ça. Donc dans la vidéo dans une des 3 vidéos que je fais aujourd'hui, donc il y en a une qui sera consacrée à l'agnistoma. Donc l'agnistoma, c'est l'éloge de la lumière, hein. L'éloge d'Agni. Agni, c'est le feu, et qui signifie, qui symbolise la lumière, l'illumination, etc. Tous les responsables, tous les dirigeants, tous les gens qui avaient une petite responsabilité dans cette société buvaient le soma. Or, les effets du soma, hein, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le soma et d'autres d'ailleurs où j'en parle. Ou de lire Stanislas Grof, La Révolution psychédélique de Olivier Chambon, Aldous Huxley, Gordon Wasson,
Rick Strassman, il y a des quantités de gens qui ont travaillé sur les psychédéliques et qui ont étudié les effets des psychédéliques. Personnellement, moi, je connais très bien la question. Hein, il fut un temps, mais euh, les souvenirs sont excellents. Ils sont restés tels que c'était à l'époque. Ça n'a pas bougé. C'est quelque chose de très, 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 très efficace. Ça peut chambouler le monde. C'est peut-être ça qui va nous éviter, peut-être, mais j'en doute, qui va nous éviter, à nous, à notre civilisation, de s'écrouler lamentablement comme une vieille merde, parce que elle l'aura mérité. Peut-être qu'il y aura un petit changement grâce à ça, mais j'ai beaucoup de doutes à ce sujet. Il y a des gens qui sont confiants et des gens plus intelligents que moi, paraît-il. Donc je ne sais pas, on verra. Voilà. Donc pas la moindre trace de violence. Pas de leçon de morale. C'est une religion ou une spiritualité qui ne donne pas de leçon de morale. Hein. Il y a pas de tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, etc. Ça non. Hein. Il n'y a rien. Il n'y a aucune leçon de morale. Tu bois le soma et après tu sais ce que tu dois faire. Comment tu dois te comporter. C'est pas compliqué. Et ça marche. Quand c'est bien fait, ça marche du premier coup. Alors, donc, qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Alors, pour les défunts, donc les morts, hein, actuellement en Inde, on les brûle. Pour les hindous, on enterre les musulmans et puis les parsis sont mis sur des machins là, en hauteur pour être bouffés par les oiseaux. À cette époque-là, il y avait les deux, il y avait crémation et enterrement, au choix. Hein. Donc je pense que ça devait être plus ou moins par communauté, peut-être. Alors, comment fonctionnait la société? Agriculture, élevage et artisanat. Artisanat, fabrication, l'industrie de l'époque, si vous voulez. Hein, sauf que c'était beaucoup moins polluant que ce qu'on a. Alors, les mœurs. Les mœurs, contrairement à ce qu'est l'Inde maintenant, à ce que sont nos sociétés en général, c'était très libre et très décontracté, on va dire, si vous voulez. Tout le monde allait torse nu, hommes et femmes. C'était comme ça en Afrique avant que l'intégrisme religieux pousse les femmes à se couvrir. J'ai vu ça à la télé ces derniers jours. J'étais en Afrique avant d'aller en Inde. Et toutes les femmes avaient les seins nus, sauf dans les villes. Quoi. Bon, ça dérangeait personne, on n'y fait même pas attention. Maintenant, c'est impensable. Alors, maintenant, elles sont couvertes, elles sont voilées. Tout. Bon. Mais c'est leur affaire. Là-bas, à l'époque du Rigveda, donc c'était les gens étaient maquillés portaient des bijoux, des coiffures, tout ça. Voilà, hein, c'était pas une vie triste et austère, c'était pas des austérités comme ça peut l'être maintenant, mais non, c'était beaucoup plus cool que ça. Alors, les femmes buvaient le soma, donc les femmes n'étaient pas reléguées à un boulot de boniche ou bien de femmes au foyer ou de pondeuses de gosses. C'était elles pouvaient boire le soma comme les hommes, pareil. Hein. On parle assez souvent de femmes qui rejoignent son amant, vous voyez, qui est étreinte par son amant. On ne dit pas le mari, parce que quand on parle du mari, il y a un mot pour ça, c'est pati. Pati, c'est le seigneur et en même temps le mari. Le seigneur est maître et le mari. Mais pour l'amant, il y a un autre mot. Alors, je ne sais pas s'il y avait des histoires de cocufiage, ils n'en parlent pas là-dedans.
Par contre, il y avait les rois, les rajas, on va dire les rajas, avaient plusieurs femmes, au moins deux. On le sait par rapport au roi Sudasa, dont on va reparler tout à l'heure. Bon, les rois, pour un roi, alors il faut bien dire une chose, un roi, c'est pas Louis XIV, c'est pas Charles III, c'était plus le maire de votre commune, ou bien le, le député, c'était ces gens-là qui étaient considérés comme des rois. C'était pas forcément des rois mégalomanes ou guerriers ou esclavagistes ou autre chose. Ça pouvait être des rois très, très cool et très sympas. Oui, donc les rois en avaient. Alors par contre, les autres de la société, tous les autres dirigeants, ceux qui buvaient le soma, les maîtres de maison, les grihapati, tout cela, eux, ils avaient une femme. Hein, puisque c'est la femme et c'est le sacrifiant et sa femme qui offrent le soma. Et c'est pas le sacrifiant et une de ses femmes, ou la moitié de ses femmes, ou une femme sur deux, non. C'est le sacrifiant et sa femme. Donc je pense que c'était relativement cool, et que si les rois avaient plusieurs femmes, c'était pour des histoires d'alliance et de politique. Hein, voilà. Bon, peut-être, mais je peux me tromper. Alors, c'était donc un fonctionnement communautaire, ça on le voit par l'architecture, parce que dans les fouilles qui ont été faites, on trouve des bijoux, on trouve des représentations de coiffures, des petites statuettes ou des choses comme ça, et c'est différent selon les quartiers des villes, à Mohenjo-Daro et ailleurs. Donc, voilà. Fonctionnement communautaire, donc il y avait les castes. Pas tout à fait pendant toute la période. À la fin de la période, c'est dans le 10e mandala, elles n'apparaissent qu'à la fin, et c'est les 4 varnas. Nous, quand on dit caste, on mélange tout. Hein. Quand les Occidentaux parlent de caste, ils mélangent les jatis et les varnas. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous avez les 4 varnas qui sont définis par le Rig Veda, qui sont une constatation de la composition d'une société, et les jatis, qui sont des sortes de corporations, d'associations, de clubs, de choses comme ça. Vous avez des jatis de chauffeurs de taxi, vous avez des jatis de serveurs de thé, vous avez des jatis de tout, hein, de lutteurs, de voleurs. Les voleurs, oui, ils ont des dieux aussi, ils ont des castes. Les assassins aussi, voilà. Tout, c'est un fonctionnement par caste. Alors, du temps du Rig Veda, il n'y avait que les 4 varnas, donc les brahmanas, qu'on appelle les brahmanes, les rajanyas, qu'on appelle les kshatriyas, parce que c'est ceux qui les appellent les kshatriyas, c'est qu'ils n'ont pas bien lu le Rig Veda. Ce mot-là n'apparaîtra ou ne représentera une caste qu'après. Hein. Donc les rajanyas, donc c'est les rois, les dirigeants, tous ceux qui gèrent la société. Les vaishas, c'est la troisième, c'est tous ceux qui entreprennent, qui produisent, hein, que ce soit le simple petit paysan ou la multinationale, c'est pareil, c'est les gens. Mais sauf si tu es maître de maison, à ce moment-là, tu as une obligation, c'est de boire le soma. Et puis les Shudras, donc qui sont les prolétaires, hein, les gens qui n'ont que leurs bras pour vivre, qui naissent pas avec une cuillère dorée ou en or dans la bouche. Bon ben voilà. Ceux-là, au départ, ils n'étaient pas stigmatisés. Ils le deviendront après la pénurie de soma. Alors ils le deviendront pas énormément, ils seront juste un petit peu écartés. Et pas un petit peu, ils seront écartés de la consommation du soma, qui sera réservée aux 3 cases du haut. Mais la pénurie s'aggravant, puisque la sécheresse a duré à peu près un siècle, hein, accrochez-vous, hein, un siècle de sécheresse. Donc là, le soma, il n'y en avait plus. Hein.
Et là, le peu qu'il y avait était réservé aux brahmanes. Voilà, à partir de ce moment-là, ça me déplaît un peu. Mais c'était pas, il n'y avait pas de, jamais on a considéré qu'ils étaient inférieurs à d'autres, par exemple. Hein. Ça, c'est les Occidentaux, ils adorent ça, les inférieurs et les supérieurs, parce qu'eux, ils pensent être supérieurs. Et, imaginez nos dirigeants, ils sont tous persuadés que nous sommes le fin du fin de l'humanité. Hein. Eh oui. Alors, je vais repartir. Alors oui, il y a aussi fonctionnement communautaire, mais pas de rois héréditaires. Alors peut-être des rois héréditaires, mais choisis par le peuple. Eh oui. Tout ça, ce sera dans le bouquin. Alors, je vais mettre les références et tout ça. Je vais assez vite. Voilà. Alors, donc l'histoire. L'histoire de ce peuple-là. Donc le peuple, en fait, c'est le clan des Pourous. C'est des gens qui avaient à peu près tous la même spiritualité. Et à l'intérieur du clan des Pourous, il y avait 5 ou 6 peuples, ou 7, je ne sais plus exactement. Et au départ, ça a commencé avec 5 peuples qui se sont unis. Et ils parlaient à peu près la même langue. Hein. C'était des langues indo-européennes, enfin de type indo-européen. Ils étaient installés sur la Sarasvati, qui est la rivière la plus importante pour eux, puisque c'était une déesse. Ils en avaient fait une déesse. Donc une rivière très importante, elle est asséchée, c'est ça ce qui nous donne la date que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc l'histoire. Alors le Raja il y a environ 6000 ans, donc vers moins 4000, il y a eu des guerres avec des différents peuples. On ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Alors on sait qui, ils les appellent les Dasa ou les Dasyu, ou les Pani, ou les Chatru. Bon, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, et chacun a une histoire. Ça a donné des j'aime pas le mot mythe, parce que dans mythe il y a mensonge, faux. Ce qui est pas le cas. Hein, c'est simplement une histoire. On a déifié un petit peu tout ça et on a mis Indra comme qui menait le combat contre les Dasyu. On dit aussi que les Dasyu avaient la peau noire, pas les Pani, pas les autres, hein, mais les Dasyu. Ouais, peut-être. Il pouvait y avoir des gens qui avaient la peau noire. Oui, bah oui, il y en a en Inde. Mais si on prend au pied de la lettre, hein, parce que c'est le mot Krishna qui signifie noir et qui vient dans ces hymnes là, ça vient 2 fois seulement. Ils avaient la peau noire, mais si on se base là-dessus, on va être obligé de dire aussi qu'il y avait des rishis qui avaient la peau noire, parce que il y en a au moins 2 qui s'appelait Krishna. Donc, normalement, ils ont la peau noire, puisque dans le Rig Veda, tous les noms correspondent à quelque chose. Ah, c'est pas... voilà, c'est pas parce qu'ils avaient les cheveux noirs, ils ont tous les cheveux noirs. Enfin, en tout cas, ils sont bien bruns en Inde. Alors, les 2 rishis Krishna, oui. Donc, là, alors, on entre dans l'histoire avec la guerre des 10 rois, vraiment. Donc le petit-fils de Divodasa, donc du roi qui a combattu les Dasyu, les Pani et tout ça, son petit-fils c'est Sudasa, qui était roi des Bharata, et qui a combattu 5 autres peuples védiques, qui étaient alliés à 5 peuples qui étaient non védiques. Ils s'étaient alliés contre lui, à la suite d'une embrouille entre 2 rishis, Vishvamitra et puis Vashista. Bon, alors la raison, on la connaît pas, mais enfin, bon, il devait y avoir une histoire oui, bah, comme partout. Mais bon, il y a eu une guerre, et on peut dire guerre et non pas bataille, parce qu'il y a eu au moins 2 batailles. Il y en a une sur la Parouchni, et une autre sur la Yamuna. La Yamuna, c'est la rivière qui arrose Delhi, qui va à Agra et qui rejoint le Gange à Allahabad, où il y a la Kumbh Mela tous les ans, ou tous les 12 ans, pardon.
Voilà, donc Soudas a gagné, et à la suite de ça, il a uni tous les peuples védiques euh, derrière les Bharata, à l'intérieur du clan des Purus, et petit à petit, tous, ils se sont développés, ils ont converti d'autres peuples. Alors les conversions se faisaient toutes seules. Mais parce que le principe indien, c'est que tous les dieux ne sont que la représentation ou un aspect du Brahman. Donc, quand vous rencontrez un autre peuple et qu'ils ont tel dieu ou tel dieu, vous dites, oh, bah, aucun problème, hein, c'est aussi un aspect du Brahman. Et alors là, comme ça, tout le monde est d'accord. Et puis, l'extension du védisme et de l'hindouisme a pu se faire à peu près, au départ en tout cas, sans violence et avec une acceptation de la population. Bon, alors voilà. Et alors ça a dû se faire, cette guerre des 10 rois a dû se faire aux alentours d'il y a 3500 ans. Voilà. Hein. Peut-être un peu avant, parce que le grand-père, il a peut-être pas vécu 3 siècles, mais voilà, ou 2 siècles. Donc, dans ces eaux-là. Aux alentours de 6000, on n'a pas de date, évidemment, mais... Donc, alors, donc on a eu une vie tournée vers la spiritualité, tout le temps. Hein, il n'y avait que ça qui comptait, ce qui n'empêchait pas le business, hein, puisqu'ils exportaient et tout ça, mais il n'y avait pas de richesse ostentatoire, il n'y avait pas de multimilliardaires, voilà, hein, il y avait des inégalités, ça c'est sûr, oui, c'est normal, mais il n'y avait pas d'injustice, si vous voulez. Hein, c'est quelque chose qui est, parce que nous on a un peu tendance à confondre justice et égalité. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Bon, alors, pénurie de soma, bon, ben, c'est pendant la sécheresse du 22e siècle avant JC, avant Jésus-Christ, etc. Donc la sécheresse, elle a frappé toute la planète. L'Égypte, le Sahara, l'Amérique, le Maghreb, sans doute qu'on a pris un coup aussi, et donc très, très fort aussi en Inde, Pakistan, alors Pakistan c'était l'Inde, Afghanistan, tout ça. Voilà. Et d'ailleurs, c'est sans doute à ce moment-là que les civilisations de Karakoum et de l'Oxus ont dû basculer vers un régime patriarcal. C'était un régime matriarcal avant. Et là aussi, ils consommaient le soma. Le soma, je n'ai peut-être pas dit ce que c'est, mais c'était plus que probablement, je vais dire certainement, mais on n'a pas de preuves, on n'a pas de smoking gun, on n'a pas retrouvé de traces, mais d'après les descriptions, tout ça, ça ne peut être que un champignon. Hein, des psilocybes, voilà. Et alors voilà, donc ça a commencé à se gâter après la pénurie de soma. Le fonctionnement a continué. Le fonctionnement a continué comme ça à peu près jusqu'il y a 3900 ans, hein, presque 4000 ans, quand la Sarasvati s'est asséchée à la suite de 2 tremblements de terre. Qui a détourné 2 de ses affluents principaux, la Yamuna, qui est quand même pas une petite rivière, et la Sutlej, qui est devenue un affluent de l'Indus. Hein, son cours et tout ça, ça a été repéré par satellite, par des études hydrologiques et tout. De ce côté-là, il n'y a pas de doute. Voilà. Donc c'était ce que je voulais vous dire au sujet de ce que je pense, que je ressens, comme ça c'est ressenti et c'est en vrac. J'ai noté comme ça au fur et à mesure, mais il y a plein de trucs que j'oublie et que quand je vais faire le bouquin, je vous dirai. Mais en gros, c'était une civilisation qui serait pour nous, enfin qui pour moi me semble presque trop belle pour être vraie. Je me dis, ah non, c'est pas possible, il doit y avoir un truc quand même. Alors oui, à la fin, ça se gâte. C'est pas l'enfer,
mais ça commence à se gâter, on voit bien. Vous allez voir le 10e mandala. Alors, si vous voulez avoir les textes, hein, vous allez sur Academia, vous cherchez à mon nom, et puis vous allez trouver, là, j'en ai pas loin de 1000 là-dessus. Hein. Je ne sais pas le chiffre exact, mais j'en mets tous les jours. Et donc, vous pouvez aller voir, et puis vous allez vous faire votre idée vous-même. Non, sinon, vous allez sur rigveda.fr, rigvedaattaché.fr. Donc, c'est un site, alors il n'est pas tellement encombré parce que par les visiteurs, parce que quand j'ai 15 visiteurs dans la journée, c'est ouf, c'est beaucoup. Donc, vous avez les textes là, mais c'est pas les textes finis et corrigés. Hein. Là, je suis en train de faire les corrections maintenant, donc j'en ai encore pour un moment, mais dès que tout est en place, dès que j'ai fini la traduction, la traduction est finie, le boulot de traduction est fini. Il me reste donc il me reste les corrections et à mettre tout ça ensemble et refaire l'introduction. Ça va être très rapide et d'ici une ou 2 semaines, ça va être fait et vous pourrez trouver ça directement sur le site. Je mettrai tout le Rig Veda avec l'introduction et tout le reste disponible en PDF et vous pourrez télécharger ça comme vous voulez, gratuitement bien entendu. Je vais essayer de faire imprimer le bouquin, on verra bien si quelqu'un veut. Voilà, donc je vous remercie tous, je vous dis à tous Kenavo, Kenavo dans l'all, mais au revoir à tous. Je referai sans doute des vidéos, mais je ne vais pas m'en remettre à traduire un autre truc parce que c'est... Là, sur la fin, ça devenait dur. Et je remercie le compilateur du Rig Veda d'avoir terminé le 10e mandala avec des petits hymnes courts, faciles, pas trop compliqués à faire en tout cas, et ce qui a permis d'aller au bout sans trop de difficultés. Trugaridor, merci à tous, c'est du breton. Et on se revoit bientôt. Alors j'ai 2 autres vidéos à faire, donc j'arrête là maintenant. 32 minutes. Je suis un incorrigible bavard. Faut dire que je vois personne ici. Allez, quel à vous.